Bonsoir à tous. Donc, quelques mots pour faire des affaires étrangères. Donc, tout d'abord, en tant que chargé des relations européennes à la direction des affaires culturelles. Au bout de 3 ans seulement, il part à l'ambassade de France à Londres pour assurer le poste de premier secrétaire. Puis, après un retour de quelques années en France, il continue sa carrière à l'international en Iran, où il est... Pardon. Chef de la mission culturelle et coopération technique de l'ambassade de France en Iran, entre 1977 et 1979. Donc, selon lui, c'est cette expérience asiatique qui contribuera, aux yeux de certains de ses pairs, à le qualifier pour le poste d'ambassadeur de France en Chine, près de 25 ans plus tard. C'est ainsi qu'après avoir assuré une variété de fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères, dont entre autres le poste d'ambassadeur de France au Liban, entre 1994 et 1997, et après avoir lu tout Confucius, Lao Tzu et les œuvres de plusieurs autres penseurs chinois, il réalise la raison pour laquelle les Binet Politics et Chine l'ont invité ce soir. Il devient en 2002 ambassadeur de France en Chine et le restera jusqu'en 2004. Donc, pendant cette période difficile d'épidémie de pneumopathie virulente en Chine, il a joué un rôle non négligeable dans le renforcement des liens France-Chine. Puis, après son mandat, il est resté un cinéphile endurci et a notamment inauguré l'exposition universelle de Shanghai en 2010, aux côtés du président d'alors, Hu Jintao, en tant que président du Bureau international des expositions. Aujourd'hui, féru de pensée chinoise, d'histoire tout court, de politique, M. Lafont est ambassadeur de France et vice-président de la Fondation Chirac. Et il va maintenant nous présenter la relation franco-chinoise, histoire récente, enseignement et perspective. Merci beaucoup. Je vais vous faire un exposé qui n'est pas un exposé d'histoire, mais qui va partir de l'histoire récente. D'abord, je voudrais dire, Monsieur le Directeur Général, je suis très heureux d'être à l'École Polytechnique. Je ne connaissais pas les locaux nouveaux, qui datent de 40 ans de l'École Polytechnique. Je suis très heureux de l'initiative qui a été prise, parce que je crois que l'ouverture sur le monde de l'École Polytechnique passe bien sûr par une ouverture de la Chine. Ne l'oublions pas, la Chine est la deuxième puissance, est devenue la deuxième puissance économique du monde, et c'est un rôle qui se renforcera dans les décennies à venir. Alors, je vais partir de la vision et de la réalité. Ce sera ma première partie, la vision et la réalité. La vision, parce qu'au départ, il y a le discours de Charles de Gaulle, avec le grand discours dans lequel il reconnaît la République populaire de Chine. C'est un discours qui est prononcé, et c'est pour cela que je suis là cette année, il y a 50 ans, avant qu'aucune puissance occidentale ne reconnaisse de cette manière, c'est-à-dire entièrement, la République populaire de Chine. Mais le discours montre une vision. Ce n'est pas un discours, je reconnais la République populaire de Chine. Et je me réfère donc au discours dans lequel il annonce et que je vous remémore. Ce n'est pas un discours qui laisse indifférent. La Chine, un grand peuple, le plus nombreux de la Terre. À l'époque, la Chine, avec 700 millions d'habitants, elle en a aujourd'hui 1,350 milliard. Une race où la capacité patiente, laborieuse, industrieuse des individus a depuis des millénaires construit une très particulière et très profonde civilisation.
Donc vous voyez, c'est un discours qui s'ancre dans l'histoire depuis des millénaires, mais c'est un discours aussi sur la civilisation. Il y a une civilisation sur cette terre qui n'est pas la civilisation européenne. Un État, très important pour le général de Gaulle, l'État. Un État plus ancien que l'histoire. Sous-entendu, la Chine était déjà un État énorme, 200 ans avant Jésus-Christ, sous l'empereur des Qin, alors que nous étions sous la domination de l'Empire romain. J'ajoute le général, un État constamment résolu à l'indépendance. Très important pour le général, l'indépendance. Lui qui a toujours revendiqué l'indépendance de la France. C'est replié d'instinct sur lui-même. Sous-entendu, la Chine n'a besoin de personne. Donc elle est repliée sur elle-même et dédaigneux des étrangers, méprisant les étrangers puisqu'elle n'a besoin de personne dans l'histoire. Mais conscient et orgueilleux d'une immuable pérennité, telle est la Chine de toujours. Vous voyez le discours, vraiment un discours d'histoire, il se réfère en fait à la France et il dit voilà, il y a un État qui est incontournable dans l'histoire du monde. Ce n'est pas une question d'aujourd'hui, c'est une question de l'histoire du monde. Et c'est pour ça que je reconnais la Chine, la République populaire de Chine. Alors il raconte dans l'histoire l'énorme effort qui de toute façon s'imposait quant à la mise en valeur des ressources. On n'est qu'en 1964, quand vous pensez que la Chine, depuis, a une croissance sur 30 ans qui était entre 7 et 10%, même 11% par an, il parle déjà de l'immense effort fait par le gouvernement chinois. Et il parle du peuple, l'ardeur d'un peuple fier, fier. Il ne faudra pas l'oublier, je vous le rappellerai, comme il parle de peuple orgueilleux, peuple fier, résolu dans ses profondeurs à s'élever dans tous les camps. La Chine a l'ambition de s'élever. Ainsi qu'au trésor de courage et d'ingéniosité qu'il est capable de prodiguer. Donc, c'est un discours qui, au fond, admire la Chine. Le général ne connaissait pas la Chine. Mais le général, avant de reconnaître la Chine, manifestement, l'a profondément étudiée et s'est résolu à regarder, à faire un discours d'entrée de la Chine qui est vraiment un état d'admiration de la Chine à travers les âges. Et puis, il dit, entre la France et la Chine, il y a un champ infini d'applications. Les affinités qui existent entre nos deux nations pour tout ce qui a trait aux choses de l'esprit, compte tenu du fait qu'elles se portent dans leur profondeur, sympathie et considération réciproque, les conduira à une coopération croissante. Donc c'est la vision, et il parle des affinités sur les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Donc ce n'est pas seulement économique, c'est une vision aussi sur les affinités intellectuelles entre la France et la Chine. C'est un point très important parce que on verra dans l'histoire qu'il peut y avoir des pays plus présents en Chine que la France, mais il y en a peu qui ont autant un prestige culturel que la France en Chine. Voilà, c'est ce grand discours, je vous en épargne, il est beaucoup plus long, mais je vous laisse, c'est une vision de l'histoire. Vous savez que le général ne croit qu'aux nations,
Il n'a jamais parlé de l'Union soviétique, il a toujours parlé de la Russie soviétique. Il ne croit pas aux idéologies, il croit aux nations. Donc, ce n'est pas la reconnaissance de la Chine communiste, c'est la reconnaissance de la Chine de toujours, qui est sous le gouvernement, un gouvernement communiste de la République populaire de Chine. Alors, ça c'est la vision du général en 1964. Les Chinois leur sont très reconnaissants, et je rappelle que le jour de sa mort, les dirigeants chinois ont fait mettre le drapeau chinois en berne sur la cité interdite, sans précédent. Alors, qu'en est-il des réalités au cours de ces 50 ans? Alors, les réalités sont moins magnifiques, moins flamboyantes que le discours du général de Gaulle. Et je dirais qu'il y a eu des soubresauts à la fois du côté chinois et du côté français. Du côté chinois, je le rappelle brièvement, un an après la reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle et l'envoi d'un ambassadeur, immédiatement, éclate la révolution culturelle. Et les gardes rouges, qui n'épargnera pas la France, même si, en même temps, à Paris, les étudiants, mai 68, brandissent le petit livre rouge de Mao Tse-tung, avec les citations de Mao Tse. Donc, la crise n'épargnera pas la France. Il y aura même des manifestations à un moment contre l'ambassade de France. Premier soubresaut de la Chine dans cette période. Deuxième soubresaut, après, on a la période Deng Xiaoping, l'ouverture de la Chine, bon, extraordinaire. Et puis, il y a un moment, il y a des dérives, et il y a les événements de Tiananmen. Deuxième soubresaut dans l'histoire de la relation entre la France et la Chine. Et là, tous les intellectuels français qui voyaient la Chine devenir un gouvernement démocratique à l'occidental, évidemment, se retournent. J'y reviens. C'est vraiment les deux grands soubresauts du côté chinois. Du côté français, il y a des soubresauts beaucoup moins importants, mais qui ont une incidence sur la relation franco-chinoise. Après les événements de Tiananmen, le lobby d'armement français, grandes entreprises d'armement français, qui veulent faire des affaires, pousse à ce qu'on vende à l'État, au pays plutôt, qui a de l'argent, c'est-à-dire à Taïwan. Or, Taïwan, c'est la Chine. Le général de Gaulle a rompu les relations avec Taïwan. Taïwan, c'est la Chine. Il n'y a pas de représentation diplomatique de la France à Taïwan. Mais il y a un gouvernement à Taïwan qui prône une certaine indépendance. Donc, vendre des armes à Taïwan, c'est considéré comme une offense par la Chine. Au départ, c'était les frégates. Ensuite, le lobby pousse à la vente de Mirage. Et là, les relations connaissent une très grande tension. Évidemment, c'est suite à Tiananmen. C'est une tension assez grave, qui sera résolue par le fait que les présidents Mitterrand et le gouvernement socialiste sera remplacé d'une part par un gouvernement de droite, Balladur, et par le président de la République, Jacques Chirac, ce qui balayera ce moment difficile. Deuxième moment difficile, le début de la présidence du président Sarkozy, qui pourtant avait été en Chine, je le sais puisque j'étais là, et avait été en Chine, et qui, pour des raisons que je ne connais pas, dit
écoutez, je ne sais pas si je me rendrai aux Jeux Olympiques, je verrai, enfin, je consulterai les Européens en fonction de l'évolution des droits de l'homme. Deuxièmement, il reçoit le Dalai Lama. Autant de gestes très mal perçus par la Chine, et donc la Chine fait des représailles, notamment en matière de contrat. Donc le démarrage de la présidente Sarkozy n'est pas bon pour les relations franco-chinoises. Ça se réparera par la suite, mais c'est pour vous dire que les choses sont moins idéales qu'on ne veut bien croire. Alors ceci étant, ça n'est pas la norme, puisque la présidence, les relations ont commencé quand même beaucoup à reprendre avec l'ouverture, la réception de Deng Xiaoping en France, sous le président Giscard d'Estaing, et puis la visite du président Pompidou d'abord, la visite du président Giscard d'Estaing, la visite du président Mitterrand, donc qui a eu lieu avant les événements de Tiananmen, et puis la présidence Chirac qui a été sans une ombre dans les relations franco-chinoises, puisque, comme le rappelait Louise, c'est au moment, j'étais en Chine, que M. Raffarin est venu et qu'il a été, au moment de l'épidémie de SRAS, le seul chef de gouvernement de toute la planète qui n'a pas annulé sa venue en Chine. Je vous raconterai après dans les débats une anecdote pour vous faire sourire. Bon, et ensuite, je veux dire, le début de la présidence Hollande aussi, il n'y a pas eu d'impair qui a été fait dans la relation entre la France et la Chine. Ceci étant, sur le plan des relations, alors, les relations culturelles sont assez brillantes. Il y a eu l'année de la France en Chine, l'année de la Chine en France, il y a beaucoup de rapports et on voit même qu'il y a de plus en plus de Chinois qui viennent en France, qui ont une attraction pour la France. Il y a des musées qui ont réussi vraiment leur opération communication en Chine, comme par exemple le musée du Louvre, mais peut-être parce que la pyramide et la réorganisation du musée du Louvre avaient été faites par un américano-chinois ou un sino-américain, M. Pei. Et pour vous dire d'ailleurs comment M. Pei a un raisonnement sur lequel je vais venir très chinois, quand le président de la République lui a dit « on vous a choisi pour rénover le Louvre », eh bien, le président de la République s'attendait à ce qu'il le remercie, et M. Pei a eu cette réponse. Alors, Monsieur le Président, je vous remercie, c'est un grand honneur, mais avant que j'accepte, vous permettez que je me plonge dans l'histoire de France et ce que représente le Louvre dans l'histoire de France. Très chinois. On n'accepte pas tout de suite, on regarde, on examine, et après, on dira et on présentera un projet qui tiendra compte de l'histoire de la France et du Louvre dans l'histoire de la France. Donc ça n'est que 4 mois après que M. Pei a accepté de rénover, de faire la rénovation du Louvre. Alors, deuxième point, je voudrais dire, il y a beaucoup de facteurs d'incompréhension dans les relations franco-chinoises. Alors là, je sors de l'histoire et je vais un peu plus dans ma perception. La première chose, c'est la méfiance. La méfiance, c'est un réflexe très français. C'est un réflexe très français, alors peut-être qui est dû à notre origine paysanne. Les paysans sont généralement, peut-être en Chine aussi, assez méfiants. Méfiants des voisins, méfiants de beaucoup de choses. Et on méfie. Alors, ne craignez rien, les Français sont méfiants, pas seulement vis-à-vis des Chinois. Quand il y a eu le marché commun,
ils étaient méfiants. Ils ne voulaient pas, ils disaient on va être mangé par l'Allemagne. Bon, donc c'est un réflexe qui est profondément dans la mentalité française. Pas de tout le monde, mais de l'opinion, on se méfie. Et il y a un réflexe de méfiance vis-à-vis de la Chine, en disant mais la Chine est beaucoup plus grosse que nous, elle va nous manger. Les investissements chinois vont manger les entreprises françaises. Voilà, c'est le premier réflexe. C'est un réflexe que j'entends chez beaucoup de gens. Beaucoup de gens. C'est le premier réflexe. Mais ils travaillent beaucoup plus que nous. Ils progressent beaucoup plus que nous. Ils vont prendre le dessus. C'est la fin. C'est un manque de confiance de l'opinion française, qui est pourtant capable de faire des prodiges, de la France qui est capable de faire des prodiges, c'est un manque de confiance en elle. Bon, cette méfiance est due à la méconnaissance. Vous savez, les Français ne connaissent pas la Chine, et d'ailleurs les Chinois, je vais y revenir, ont une connaissance de la France qui est un peu artificielle. Bon. Alors, les Français ne connaissent pas la Chine. Alors, ils visitent la Chine, ils voient Shanghai, Pékin, la cité interdite, la Grande Muraille et le Bund, et après ils disent c'est incroyable, c'est fantastique, mais ils reviennent. Alors, il y en a qui reviennent, c'est formidable, mais l'avenir est là. Ils vont nous dominer, ils sont beaucoup plus forts que nous. Donc, c'est pas toujours. Mais ça ne fait rien. De plus en plus de Français visitent la Chine et il y a quand même de plus en plus d'intérêt pour la Chine. Troisième chose, dans ce réflexe de méfiance, je dirais les intellectuels français. Les intellectuels français, et très souvent les sinologues, car moi je ne suis pas sinologue, je ne parle pas chinois, bien qu'on m'ait demandé de l'apprendre, comme je suis parti, mais les sinologues ont une vision idéale de la Chine. Et quand la Chine ne correspond pas à leur vision, notamment sur le plan de l'évolution démocratique, toutes les évolutions, ils ont un rôle très néfaste en matière d'image de la Chine dans le pays. Et j'ajoute les médias. Les médias français, mais pas seulement français, les médias occidentaux en général, s'intéressent à tout ce qui va mal. Et j'ai vu ça à l'ambassade de France en Chine. À chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle sur la Chine, elle ne passait pas. Les rédactions la barraient. En revanche, s'il y avait 100 morts dans une mine chinoise, s'il y avait telle révolution dans telle manifestation dans tel village de Chine, alors ça faisait la première page. Voilà. Donc, une vision de la Chine décrétée. Moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est passé? L'opinion française n'a pas vu la montée de la Chine. On en est resté sur Tiananmen. On n'a pas vu le discours d'ouverture de Deng Xiaoping à Shenzhen en 1992, puis la montée en puissance de la Chine. Et je vois encore les titres au moment de l'épidémie de SRAS, coup dur pour la Chine au bord de l'effondrement. Voilà, c'était ça, cette vision. Puis quand, à la fin de l'année, la Chine, 9% de croissance, là, il y a quand même les chefs des rédactions qui se sont dit, il faut qu'on aille voir. Bon. Autre chose, quand je suis arrivé en Chine, le grand journal Le Monde, qui est un journal très critique, hein, il faut savoir que dans le journal Le Monde, il y a toujours un aspect critique. En ce moment, sur les Jeux de Sochi, ce qui relève surtout, c'est tout ce qui ne va pas. Bon. La corruption, l'incident qu'il y a eu le jour, alors c'était magnifique, l'incident le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques, parce qu'il y a eu un anneau qui ne s'est pas allumé, voilà, c'est ça, c'est ça qu'on relève, typiquement. Bon, eh bien, le journal Le Monde écrivait en 2002 la Chine
ne se développe que sur la côte, c'est-à-dire Shanghai, Pékin, Canton. Et quand je suis arrivé en Chine, j'ai vu évidemment la côte, les villes de la côte, mais je suis allé à l'intérieur, j'ai dit aux correspondants du Monde, écoutez, allez à Chongqing, allez à Chengdu, hein, vous voyez, c'est ces villes, Chongqing, Chengdu, le Sichuan, pour ceux qui ne connaissent pas. Le Sichuan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 120-130 millions d'habitants, rien que cette province. Voilà, Chongqing, c'est une ville qui a la population du Grand Paris. Alors, je leur ai dit, allez voir, et il a un peu rectifié son discours. Donc, il y a ce climat de méfiance avec la Chine. Et puis la Chine va nous espionner, la Chine va prendre nos technologies. Bon, voilà un peu le raisonnement effectif. Alors, heureusement, il y a des personnes qui ont une autre idée de la Chine, ce sont les hommes d'affaires. Ils ne réussissent pas tous, mais certains réussissent. Et notamment parce que la Chine est un marché, donc ceux qui réussissent, on les connaît, c'est les grandes entreprises françaises, internationales, Schneider, Peugeot en Chine, PSA en Chine, et puis bien sûr L'Oréal, LVMH, toutes les grandes entreprises du luxe. Ça, c'est le côté culturel de la France qui réussit très bien en Chine, mais sur le plan technique aussi. Alors, en revanche, là où il y a une affinité, c'est ce plan de la culture. Les Français ont toujours été attirés par la culture chinoise, qu'ils voient à travers les cités interdites, etc. Mais en fait, ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas bien, ils la connaissent très extérieurement. Parce que la culture chinoise, et je vais y revenir, la pensée chinoise, elle est très complexe. Je ne sais pas si vous avez reçu dans cette école quelqu'un qui s'appelle François Julien, qui a décrypté la philosophie chinoise par rapport à la philosophie occidentale. Il est extrêmement intéressant. Et lui a étudié les choses. Évidemment, les sinologues trouvent qu'il n'est pas parfait et il a évidemment, comme toujours en France, beaucoup de critiques. Mais il fait une œuvre de vulgarisation sur la pensée chinoise qui est remarquable, et je vous donnerai d'ailleurs quelques conseils après dans le débat. Donc, sur la culture chinoise, il y a une soif très grande du côté français. Il y a aussi une attirance du côté chinois, avec, dans tous les départements français que je visitais, je demandais aux Chinois et aux Chinoises pourquoi vous étudiez le français, et la réponse était toujours la même, parce que la France est un pays romantique. Alors, je ne sais pas si vraiment la France est un pays romantique, mais je pense que c'est une vision un peu idéalisée de la France. Bon, voilà, je dis aussi, notamment aux jeunes femmes, les Français ne sont pas toujours aussi romantiques qu'on le croit, ils sont aussi très réalistes. Voilà. Alors, mais ça reste cette aura. Le côté romantique fait à la fois les parfums, la couture, la peinture français, les arts français, tout cela attire. En plus, c'est quand même pas hasard si des grands peintres chinois sont venus s'installer en France. Le plus célèbre d'entre eux est Zhao Yunqi, qui s'y est installé. Évidemment, il est arrivé, je ne sais plus, il devait avoir 30 ans, et il est resté jusqu'à sa mort. Mais il y en a d'autres, il y a Yang Pening, Sun Shitun, etc., qui sont des très grands peintres chinois. Voilà, donc il y a des facteurs d'incompréhension. Alors, ma troisième point, c'est de dire quand même quelles sont les opportunités et les perspectives.
Écoutez, la première chose que je dirais, et ça je le dirais aux élèves de l'école polytechnique, c'est que mettez-vous ça dans la tête, la Chine est incontournable. Je parlais avec le directeur général et je lui disais, je ne vois 350 élèves qui apprennent l'allemand, 350 élèves qui apprennent l'espagnol, seulement 59 élèves qui apprennent le chinois. Or, la Chine est déjà la deuxième puissance économique du monde. Le monde bascule vers l'Asie. Ce qui ne veut pas dire que l'Europe, l'Amérique, l'Amérique latine aussi ne joueront pas un grand rôle. Et bien sûr l'Afrique, mais peut-être avec la Chine. Mais le monde bascule vers l'Asie. Donc, je me dis, moi je n'ai pas appris le chinois. Le président de la République, comme je lui ai dit, je ne parle pas un mot de chinois, m'a dit, bien vous l'apprendrez. J'avais 59 ans. On n'apprend pas le chinois à 59 ans. Donc, je peux que vous encourager à apprendre le chinois. Même si vous ne devenez pas absolument, en parlant le chinois comme le français, même de connaître la langue chinoise, de connaître l'écriture chinoise, ça vous fera percevoir beaucoup de choses. Vous savez que le problème, c'est les tons pour la langue. Le problème, c'est les tons. Il y a 4 tons. Hein, c'est le fameux ma, ma. et pour l'écriture, c'est passionnant. L'écriture, c'est passionnant. Les idéogrammes, c'est passionnant. Et on voit des choses à travers les idéogrammes. Si je m'y étais mis à 20 ans, je crois que je n'aurais jamais quitté l'écriture et la langue chinoise. Bon, ça, c'est le premier point. La Chine est incontournable. Deuxièmement, mais pourvu que ça dure, quand j'ai assisté à l'entretien entre M. Villepin et M. Wen Jiabao. M. Wen Jiabao avait très bien étudié le dossier français. Il venait de prendre ses fonctions de Premier ministre. Il dit à M. Villepin, voilà, il y a 3 pays importants en Europe. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. La Grande-Bretagne, c'est la finance. C'était avant la crise de 2008. La Grande-Bretagne, c'est la finance. L'Allemagne, c'est l'industrie. C'est l'industrie. Mais la France, dit-il, c'était peut-être aussi pour nous faire plaisir, mais pas uniquement. La France, c'est la technologie. Et moi, le plus important pour moi, dit-il, alors ça c'était peut-être pour nous faire plaisir, c'est la technologie. Et c'est pas faux. La France, quand je dis l'image de la France, je dis l'image de la France, c'est la culture, c'est le luxe, c'est l'art de vivre, c'est vrai, c'est tout ça. Mais c'est aussi la technologie. Le problème, c'est que nous avons été, et nous sommes encore à l'avant-garde de la technologie, mais nous n'avons pas forcément le côté rouleau compresseur, bulldozer qu'ont les Allemands pour faire passer la technologie au niveau du marché et au niveau de l'image, mais en matière de recherche technologique, Citroën, la France était à égalité avec l'Allemagne et les États-Unis dans l'automobile, dans l'aviation au début du siècle. Les premiers avions, le premier qui a traversé la Manche est un aviateur français, sur un avion français. Bon, on n'a pas été les premiers à traverser l'Atlantique parce que c'est Lindbergh, mais on a été les premiers à les traverser à partir de l'Europe. Bon, on a été les premiers à envoyer des avions en Amérique latine, avec Mermoz, avec le courrier postal sur l'Amérique latine. Et ça a été d'ailleurs, là on a eu un grand écrivain, Saint-Exupéry, qui a traduit ça dans des romans. L'automobile, Citroën, quand vous voyez les Citroën en Chine, mais Citroën, les usines Citroën, en 1920, étaient les deuxièmes du monde après Ford. Donc c'est dire,
le procédé de forage a été inventé par Schlumberger et au début du siècle, et c'est le procédé qui a été employé partout. Et c'est une société franco-américaine, Schlumberger. Donc, il y a dans le domaine de la recherche, de l'initiative, c'est vrai qu'il y a un côté français aujourd'hui. Regardez, on vient de faire le cœur artificiel. Depuis 2 mois, il y a un homme vivant qui vit grâce à un cœur entièrement artificiel. C'est sans précédent dans le monde. Ça a pu être fait grâce à la technicité des médecins français, mais grâce aussi à la coopération avec EADS, avec Airbus. L'association, c'est Lagardère qui a financé au départ le cœur artificiel. Donc, dans plein de domaines de la technologie, il y a effectivement une image française. Le problème, c'est et la Chine, de l'autre côté, c'est un marché. C'est le marché le plus vaste du monde. Ce n'est pas seulement un marché parce que vous êtes 1 milliard, les Chinois sont 1,3 milliard, mais c'est aussi un marché fantastique parce que depuis 30 ans, la Chine, c'est entre 8 et 10% de taux de croissance. Et même si depuis 1 an, ça n'est plus que 7,5 taux de croissance, regardez en Asie, l'Inde a fait 4% cette année. Donc, 7,5%, c'est quand même pas mal. Alors, il y a une complémentarité. Nous sommes encore en mesure d'apporter à la Chine, dans certains domaines, une technologie. Et la Chine est en mesure de nous apporter le marché. C'est pour ça que, par exemple, je crois tout à fait à l'accord Dongfeng-Peugeot. Peugeot apportera sa technologie en matière de plateforme qui est équivalente à celle de Volkswagen. Bon, et apportera sa technologie dans le moteur hybridaire qui est, en matière de pollution, ça répond tout à fait aux besoins en plus de la Chine. Et la Chine apportera le marché de Peugeot, et je crois à une association. Et peut-être même à une coopération sur d'autres pays, l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique. On verra en fonction de l'accord, on connaîtra les modalités de l'accord le 20 février. Bon, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. Alors, dans un exemple beaucoup moins technologique, dans le domaine du tourisme, l'accord entre le Club Méditerranée et le groupe Fosun. Vous voyez, là, dans ce domaine, c'est le domaine de l'organisation, du tourisme, effectivement, il y a une complémentarité. Le Club Méditerranée, pour se développer, a besoin de la clientèle chinoise, qui va être la clientèle touristique la plus importante. Donc la Chine apporte le marché, et le Club Méditerranée apporte son savoir-faire. C'est une autre forme de technologie. La technologie, c'est parfois l'organisation. Regardez Autolib à Paris. Autolib, ce n'est pas les voitures qui sont extraordinaires, bien qu'il y a les batteries au lithium. Ce qui est extraordinaire, c'est le logiciel. D'ailleurs, tout le monde sait que le logiciel, BMW a voulu le capter, l'espionner. Ils ont envoyé des gens pour prendre le logiciel de Bolloré. C'est Bolloré qui a inventé le logiciel, il travaille depuis 4 ans, et le logiciel, tout est dans le logiciel. Tout est dans le logiciel. C'est la même chose sur les ports avec Bolloré, etc. Donc, il y a plein de domaines où il peut y avoir une coopération. Pour ça, il faut dominer la méfiance et se connaître et acquérir la confiance. Alors, c'est là où il faut avoir une meilleure compréhension de la Chine par les Français, surtout parce que c'est quand même les Français qui ont à s'adapter. Et la première chose, alors j'ai pris un texte, je vous ai lu Charles de Gaulle, je vais vous lire un autre personnage dont on ignore, dont même les Français ignorent qu'il a vécu 7 ans en Chine, c'est Jean Monnet. Jean Monnet, pour les Chinois, c'est le créateur de l'Europe. C'est celui qui a inventé l'Europe
au départ avec la communauté du charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne en 1950. Il a été à l'origine de l'Europe, de la réconciliation franco-allemande, etc. C'est un homme très pragmatique. Au départ, il venait de Cognac et il avait appris la diplomatie, si je puis dire, en vendant le cognac. Vous savez, vous êtes un bon commerçant seulement si vous êtes un bon diplomate. Sinon, si vous êtes rébarbatif, vous n'êtes pas un bon commerçant. Eh bien, il a été banquier à Shanghai de 1930 à 1937. Et dans ses mémoires, il écrit ceci. Je suis vite que je ne comprendrai pas les Chinois. Bon, je pense qu'on peut comprendre les Chinois, mais lui, ça le dépassait. Et que d'ailleurs, là n'était pas le problème. Le problème, il était de leur inspirer confiance, beaucoup plus que de les comprendre. Pour acquérir la confiance des Chinois, dit-il, il faut mettre en conformité ses actes et ses paroles. D'ailleurs, les Chinois se méfient des beaux parleurs. Confucius dit « méfiez-vous des beaux parleurs ». Et en Chine, moins qu'ailleurs, il ne faut pas chercher à être trop habile. Parce que les Chinois sont plus habiles que vous si vous cherchez à être trop habile. Bon, quand vous avez créé la confiance et établi ce qui est essentiel, de bonnes relations personnelles, alors tout devient simple. C'est un peu plus compliqué que ça, mais il a raison. C'est au départ, il faut établir la confiance. Et la confiance, elle ne vient pas automatiquement, elle vient dans la durée. Dans les Chinois, avec les Chinois, tout est une question de processus. Il faut amorcer le processus. Donc la confiance, c'est dans la durée. D'ailleurs, un peu plus loin, il faut aussi respecter des rites. Un peu plus loin, Jean Monnet dit qu'il y avait une affaire qui n'avançait pas. Je consulte un ami chinois et il me dit, voilà, cette affaire n'avance pas. L'ami chinois m'a répondu, combien as-tu rendu de visites? J'ai rendu une visite. Eh bien, tu dois rendre 3 visites. Et effectivement, il dit dans ses mémoires, c'est avec à la 3e visite que l'affaire s'est développée. Je peux vous dire, j'ai été témoin de ça sur une affaire très précise. En 1900, je ne sais pas en quelle année, M. Calvet, PDG de Peugeot, vient à Canton, n'est pas satisfait de la marche de l'usine et retire Peugeot de Chine. Absurdité. Bon, même si ça ne marchait pas. C'était dans les années 90. Monsieur Folz arrive, un polytechnicien. Monsieur Folz arrive à la tête de PSA et dit « Je veux faire revenir Peugeot ». Donc, première visite en Chine, on fait revenir Peugeot. Monsieur le Président, nous avons gardé un très mauvais souvenir de Peugeot. Deuxième visite, Monsieur le Président, nous avons gardé un très mauvais souvenir de Peugeot. Moi-même, j'interviens au temps du président de la réforme et du développement, M. Li Zhongzhong. Nous avons gardé un très mauvais souvenir de Peugeot. Parce qu'en Chine, quand il y a un langage qui est établi par ordinateur, c'est le même langage partout. Donc vous rencontrez toute personne, il vous tient le même langage. Bon, c'était l'affiche sur le langage. 3e visite, nous avons gardé un très mauvais souvenir de Peugeot. 4e visite, nous avons gardé un très mauvais souvenir de Peugeot. 5e visite, M. Folz vient avec M. Raffarin au moment du SRAS, même langage. 6e visite, il est reçu par la vice-première ministre, Mme Moody, qui commence. Monsieur le Président, nous avons constaté que depuis 2 ans que vous êtes président à la tête de PSA, ça fait la 6e fois que vous venez en Chine. Monsieur le Président, nous avons constaté
que le groupe PSA est devenu le deuxième producteur européen. Et elle continue. Elle ne lui dit pas Peugeot va pouvoir revenir. Mais, ça y est, à la 6e visite, la barrière avait été ouverte. Et effectivement, 3 mois après, Peugeot pouvait s'installer en Chine. D'où aujourd'hui le succès du groupe PSA en Chine. Même chose avec Renault. M. Schweitzer vient. M. Schweitzer avait une idée géniale, il avait fait le pari avec Nissan et aussi avec un groupe coréen. Mais pas avec la Chine. Il vient en Chine. On le reçoit très gentiment. Il dit voilà, je voudrais que Renault vienne en Chine. C'était en 2004. Eh bien, c'est aujourd'hui, en 2014, 10 ans après, que Renault a eu l'autorisation de s'installer en Chine. Et pourquoi? Parce qu'un Chinois regarde toujours son intérêt. Et si vous allez en Chine, c'est toujours la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je peux apporter aux Chinois? Qu'est-ce qu'ils ont intérêt? Les Chinois se sont dit, Peugeot fait un gros effort dans le domaine électrique, de la voiture électrique, peut-être on a intérêt à avoir Peugeot en Chine. Donc c'est pour ça. Mais ça a pris 10 ans. Ouais. Donc, c'est la première chose qu'il faut savoir. Il faut la confiance et la persévérance. J'ai noté d'ailleurs les deux mots en chinois. Vous me rectifierez si je prononce mal. Qianxi, c'est la persévérance. Et Qinchen, la confiance. C'est ça? Bon. Vous êtes d'accord? C'est les deux choses. Alors, aussi la mentalité différente. La Chine, nous sommes un pays du code civil, un pays juridique qui veut tout fixer dans des lois, qui avons créé la Déclaration des droits de l'homme dans du marbre. Dans la Chine, tout est un processus. Il ne faut pas oublier l'influence de la Chine, le taoïsme, la nature. Tout est un processus. Et quand on commence quelque chose, tout est le processus. Pour voir le processus, on part de la situation. Le grand stratège chinois, Sun Tzu, dit qu'il faut d'abord regarder la situation. Et on regarde la situation, quel est le potentiel qu'elle offre. Donc on n'a pas d'a priori. On regarde une situation et on regarde le potentiel qu'elle a. Et à partir de ce potentiel, qu'on a dénoté ou pas, on va développer le potentiel, développer le processus. Alors, c'est tout à fait autre chose que peut-être la mentalité occidentale, où on fait des plans, voilà, exactement. Non, pas d'a priori. On regarde la situation, on regarde le potentiel des situations, et à partir de là, comme une plante dans la nature, on aménage la situation, comme on va sarcler autour de la plante pour qu'elle pousse mieux. La volonté, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aménager la situation. Il faut voir le potentiel de la situation. Je crois que il y a un proverbe chinois qui dit « ça ne sert à rien de tirer les radis par la queue pour les faire pousser ». Bon, il faut les aménager. Voilà. Alors c'est toute une mentalité qui est différente. Et en même temps que vous plongez dans une langue, vous plongez, qui est une langue très intéressante parce que c'est une langue combinatoire. Par exemple, il y a un mot pour dire électricité en chinois qui est ding, et à partir du mot ding, ils ont inventé l'ordinateur, le ding roi, c'est le téléphone, ding, il y a plein de mots qui viennent du mot ding. Une langue combinatoire, l'intelligence des Chinois pour combiner les mots et faire des mots. Eh bien, c'est la même chose. La pensée chinoise, elle est très différente. Autre chose que je voudrais dire, et
la faiblesse l'emporte sur la force. La souplesse l'emporte sur la dureté. Ce qui est souple et flexible est vivant, ce qui est dur et rigide est mort. Et ça, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on apprend dans les universités occidentales. La faiblesse l'emporte sur la force. Oui. Vous avez ça aussi dans les arts martiaux, dans le judo, où faire un atout de la force de l'adversaire. Que sa faiblesse, regardez, je reprends toujours Peugeot. Il est en état de faiblesse aujourd'hui. Il n'a qu'une solution, c'est que sa faiblesse doit l'inciter à s'allier à un partenaire auquel il peut offrir des choses, qui ne peut être qu'un partenaire chinois. Parce que la force allemande, sinon, l'écrase. Curieux, hein? On va chercher la Chine pour résister à Volkswagen et BMW. Voilà. C'est la souplesse. Il ne faut pas avoir d'a priori. Confucius le dit dans ses entretiens. Ce qui est mauvais, c'est l'homme qui a des idées arrêtées. La souplesse. Alors, je peux vous dire que tout ça, il faut le comprendre avant d'aller en Chine, d'étudier, se plonger là-dedans. J'ai eu la chance, alors là je fais une petite anecdote personnelle, j'ai eu la chance que en 1978, on m'a proposé d'aller en Chine. J'étais, comme vous l'avez rappelé, chef de la mission culturelle en Iran, et c'était la révolution islamique. Donc je me suis plongé dans la philosophie chinoise. Nous avions le couvre-feu à 5 heures. Et donc, pendant 4-5 mois, je me suis plongé dans le taoïsme, le confucianisme, Sun Tzu. Et puis, je retourne en France, par la route d'ailleurs. Et je retourne en France, et j'arrive au Quai d'Orsay, et comme ça arrive, le directeur du personnel me dit « Cher ami, vous ne partez plus en Chine, parce que le ministre a un candidat. » Et à ce moment-là, au lieu de réagir à la manière dont j'aurais dû réagir dans la bonne formation cartésienne française, je me suis dit « La souplesse l'emporte sur la dureté. » La faiblesse l'emporte sur la force. Et j'ai dit, bien sûr, je comprends très bien, le ministre a un candidat qui parle chinois. Qu'est-ce que vous me proposez? Que voulez-vous? J'ai dit l'inspection des affaires étrangères. J'avais 37 ans. Tout le monde m'a dit, tu ne l'auras pas. 2 mois après, le directeur du personnel m'appelle et me dit, vous êtes affecté à l'inspection des affaires étrangères, vous prenez vos fonctions demain matin. Je me suis dit, c'est les Chinois les plus forts. Merci. Alors, je suis prêt à répondre à toutes les questions et je vous dis tout de suite, il n'y a pas de tabou. Voilà, je crois. Alors, il n'y a pas de questions? Je suis sûr qu'il y a des questions. Oui, monsieur. Voilà, le mieux, ce sera peut-être que vous descendiez. Cette jeune femme n'est pas à chaque fois montée. Bonsoir, monsieur Lafont. J'ai une question concernant un peu la relation triangulaire entre la Chine, l'Europe et les États-Unis. Oui. Et selon vous, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités entre l'Europe et la Chine que celle entre les États-Unis et la Chine? Bon, alors je vais vous dire, tout est une question de cas par cas. Mais les États-Unis ont une avancée
que tout le monde connaît et que l'on voit dans Google, Apple, etc. Donc, ils pensent qu'ils n'ont pas forcément grand-chose à apprendre. Alors, la Chine est en train de devenir progressivement à un niveau équivalent, mais elle a encore un peu de chemin à faire. Et donc, elle est encore intéressée par les technologies qui sont en Europe. Parce que l'Europe a des capacités de recherche et développement, des domaines où elle est très, très, très forte. Donc, je pense que dans nombre de domaines, il y a des capacités, des possibilités d'alliance, de complémentarité entre la Chine et les États-Unis et l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est qu'en fait, l'Europe, il n'y a pas véritablement d'union en Europe. Vous avez par exemple très peu d'entreprises vraiment européennes. En France, il y en a une, c'est ADS. C'est une entreprise franco-allemande, mais aussi avec des participations anglaises et espagnoles. Mais il y a très peu d'entreprises vraiment européennes. Vous voyez, dans l'automobile, donc ce sera plutôt avec tel ou tel pays européen. Je pense que d'ailleurs la Chine saura très bien jouer des rivalités au sein de l'Europe. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais simplement, il faut que nous acquérions une meilleure connaissance de la Chine et que nous comprenions que parfois les méthodes de pensée peuvent être différentes des nôtres. En plus, il y a un domaine où je pense qu'il y a des possibilités de partenariat entre la Chine et notamment la France, c'est l'Afrique. Je pense que sur l'Afrique, il y a des possibilités. La France connaît bien l'Afrique, pas seulement l'Afrique francophone, elle commence à aussi connaître l'Afrique anglophone. La Chine a beaucoup investi en Afrique, pas toujours d'une manière rationnelle. Il y a eu aussi on parle des succès de la Chine en Afrique, on ne parle pas des échecs, il y en a eu aussi. Je pense qu'en profondeur, il y a des possibilités. Et c'est un territoire qu'on peut explorer. Mais je pense qu'aussi, pour les entreprises françaises, il y a beaucoup de possibilités en Asie du Sud-Est, où la Chine est évidemment très présente par la force des choses. Tellement présente que parfois, elle peut susciter des actions de rejet. Parce que, comme toujours, quand on est trop fort, peut y avoir les plus petits qui se révoltent et qui veulent chercher d'autres alliances. Beaucoup expliquent l'ouverture de la Birmanie vers l'Occident par le fait que la Birmanie ne voulait pas dépendre trop de la Chine. Le poids de la Chine était trop fort en Birmanie et que donc la Birmanie a fait... Donc je dis ça, c'est une incidente sur ce que vous venez. Mais voilà, je vous réponds, mais bien sûr. Oui? Bonjour monsieur. Pardon. Vous avez beaucoup parlé de la tendance naturelle des Français à la méfiance envers la Chine. Vous l'avez critiqué et c'est un point de vue qu'on a très rarement, je pense, comme vous l'avez dit dans les journaux, on a très souvent le fait que c'est risqué d'investir en Chine à cause des transferts de technologie. Ma question va justement dans le sens français. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter à certains niveaux, par exemple par rapport au transfert de technologie, et dans quelle mesure il peut y avoir ce danger? Merci. Alors, d'abord, première réponse que je vais vous faire, c'est qu'il faut savoir que en Chine, dans la pensée chinoise, je vous ai dit qu'on partait de la situation, le potentiel de la situation, et qu'ensuite il y avait un processus. Donc tout bouge, tout est en mouvement, comme dans la nature. Quand vous avez une plante, il y a un processus. Donc quand vous avez quelque chose en Chine, la signature d'un contrat en Chine, il faut savoir qu'au bout de 2, 3, 4 ans,
les Chinois diront, est-ce que j'ai encore intérêt à avoir ce contrat? Que m'apporte l'entreprise, quelle qu'elle soit, l'entreprise occidentale, pas seulement française, quelle qu'elle soit, pour que je maintienne cette coopération? Donc, à mon avis, une fois qu'on a intégré ce processus de transformation, il faut savoir qu'il faut toujours être en mesure, au bout d'un certain temps, d'apporter quelque chose de nouveau. Et puis, il ne faut jamais rompre, toujours négocier. C'est la confiance. Donc, ça suppose premièrement de garder en permanence le contact avec la Chine et avec les entreprises chinoises, et de savoir que tout peut évoluer. L'erreur, si je puis dire, c'est par exemple Danone, qui, évidemment, n'avait pas un partenaire chinois facile, mais a cru qu'il allait garder le marché de l'eau. Et qui ensuite a voulu, pour faire céder son partenaire chinois, le coincer à l'international en le bloquant par des procédures judiciaires. Mauvaise méthode. Mauvaise méthode. La bonne méthode, par exemple, Schneider. Schneider, je vous signale que le directeur général de Schneider parle chinois. Monsieur Tricouard. Et Schneider a été accusé, ce qui est un comble, de contrefaçon par les Chinois. Alors, Schneider, bien sûr, s'est défendu, mais ensuite, il a négocié. Il a pris un avocat, il a négocié. Il a dit non, il n'y a pas de contrefaçon, mais bon, si vous voulez, etc., on paiera une indemnité. On paiera une indemnité. Et donc, il a accepté de payer une indemnité, moyennant quoi Schneider a pu poursuivre ses marchés en Chine. Il a fait le bilan de ce qu'il devait, s'il reconnaissait qu'il avait fait un peu de contrefaçon, ce qu'il ne reconnaissait pas au fond, mais s'il acceptait de payer une indemnité et la possibilité des marchés. Danone a été obligé de céder, parce qu'ils se sont dit, en luttant contre le partenaire chinois, il y a le marché aussi des produits de la nutrition pour enfants, qui sont beaucoup plus rémunérateurs que le produit de l'eau. Donc, en définitive, la technique d'affrontement n'a pas été. Donc, une technologie. D'abord, il faut savoir combien de temps vous allez garder votre technologie. Parce que si vous avez une technologie qui est formidable, il faut savoir si les Allemands, les Américains n'ont pas aussi cette technologie. Parce que, évidemment, les Chinois, qui ne mettent jamais tous leurs yeux dans le même panier, pourront acquérir la technologie auprès du partenaire allemand, américain ou autre. Et donc, dans ce cas-là, vous perdrez votre marché chinois et le marché ira aux Allemands. Donc, c'est la première chose en analyse stratégique. Et deuxièmement, il faut voir combien de temps votre technologie est valable. Airbus a tout à fait accepté que la Chine construise les A320. Parce que Airbus était déjà dans une technologie d'abord, il est déjà sur l'A350, sur l'A320 Neo, etc. Donc la Chine construit de l'A320, ce qui est un pas en avant très important pour la Chine, qui n'a jamais construit un avion de ce niveau. Et donc, mais en même temps, Airbus a une technologie d'avance. Et ça a permis à Airbus de conserver au moins la moitié du marché chinois, je dis bien au moins, puisque les Chinois, ne mettant jamais tous leurs œufs dans le même panier, veillent bien à ne pas tout confier à Airbus ou tout confier à Boeing. Voilà. Donc, bien sûr que le transfert des technologies, mais il faut regarder le marché. En bourse, on dit le marché a toujours raison, mais c'est vrai aussi sur le plan commercial. À quoi ça sert d'avoir, c'est ce qu'a bien compris Peugeot, à quoi ça sert d'avoir la technologie la plus pointue sur l'hybridaire si en même temps on n'a pas le marché? Donc, le partenariat avec la Chine.
Donc, vous voyez, chaque chose, regardez la situation. Sun Tzu, relisez Sun Tzu, il faut le lire et le relire. Hein. Sun Tzu, on regarde la situation, on regarde le potentiel de la situation, et c'est à partir de ce potentiel de la situation qu'on analyse la décision. Autre question? Non? Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur. Oui, très fort, très fort. Bonsoir, monsieur. Est-ce que le fait d'avoir été colonisé plus ou moins par les puissances européennes joue encore beaucoup Bien sûr. en Chine? Alors je vais vous dire, c'est un point que je n'ai pas soulevé, mais la Chine, jusqu'au XVIIIe siècle, a été la première puissance du monde. Il ne faut pas oublier que la Chine en chinois, ça se dit Zhongguo. Zhongguo, c'est le pays du milieu. Le pays du milieu, c'est-à-dire le pays autour duquel le monde tourne. D'ailleurs, l'empereur de Chine recevait dans sa résidence d'été tous les Mongols, les Tibétains, etc. Et d'ailleurs, il les recevait, il avait fait construire des temples tibétains que vous pouvez toujours visiter pour bien accueillir ses hôtes. Donc, la Chine se considère. Erreur magistrale des Anglais qui arrive en 1793, au moment où nous guillotinons sur nos aristocrates, qui arrive en Chine avec Lord Macartney, qui arrive, et avec les Anglais, c'est toujours pour des raisons économiques ou commerciales, en se disant il y a un marché chinois, ils arrivent avec des cadeaux, mais ils refusent de faire le salut devant l'empereur. Et à ce moment-là, l'empereur leur envoie et dit je n'ai pas besoin de mes cadeaux. Mais 40 ans plus tard, l'Angleterre attaque la Chine uniquement pour des raisons commerciales, pour vendre l'opium qui était fabriqué en Inde. Donc c'est la guerre de l'opium. Et ensuite, qui aboutit au traité où il y a Hong Kong, qui est donné à l'Angleterre, et puis la concession de Shanghai, internationale de Shanghai, et puis un certain nombre de ports qui sont ouverts. Nous, d'ailleurs, nous nous mettons dans la foulée et nous faisons la concession à Shanghai, la concession française. Mais nous, on n'avait pas d'opium avant. Bon. Rebelote en 1860 parce que les hauts fonctionnaires chinois brûlent l'opium anglais dans le port de Canton. Nouvelle guerre, et les Anglais nous embarquent dans cette guerre, et vous savez que c'est le sac du palais d'été et les traités illégaux. Heureusement, et ça c'est affiché à l'entrée du palais d'été à Pékin, nous sommes sauvés par Victor Hugo, qui dit que le sac du palais d'été est un scandale, un crime contre l'humanité. Et les Chinois affichent la lettre de Victor Hugo à l'entrée de l'ancien palais d'été. Toujours. En 1885, les Allemands prennent Qingdao. Ils prennent Qingdao pour des raisons commerciales. Il y a un discours que j'ai découvert, comme quoi, voyez-vous, ça reste. Un discours que j'ai découvert à Pékin, c'est le chancelier von Bülow, en 1885, devant le Reichstag, qui dit « Nous avons pris Qingdao pour des raisons commerciales. Parce que les Anglais, Hong Kong, Shanghai, les Français sont en Indochine, et nous, on n'a pas de base en Asie face au marché chinois. » Il dit ça en 1884. Alors il y a un héritage de ça, d'ailleurs, c'est l'excellente bière chinoise qui s'appelle Qinghao, que vous pouvez trouver dans les restaurants chinois. Bon, donc la Chine, première puissance du monde, humiliée. La révolte des boxeurs, c'est ça. Première puissance du monde depuis le début,
sans qu'on le sache, depuis 200 avant Jésus-Christ, depuis l'empereur Tsin. Tsin Shi Huangdi, c'était l'empereur Tsin, le premier empereur Tsin, très dur. C'est l'empereur qui a fait l'armée enterrée. Et donc, Mao est encore révéré en Chine, avec son portrait sur la place Tiananmen, la cité interdite, parce qu'il a rendu à la Chine sa fierté. Voilà, il faut savoir ça. C'est Deng Xiaoping qui a fait la Chine moderne, mais c'est Mao qui a rendu la fierté à la Chine. Et le général de Gaulle, je vous l'ai lu dans sa déclaration, un peuple orgueilleux et désirant garder sa souveraineté, son indépendance. Et ça, il faut le savoir. C'est pour ça que tout conseil donné par des Occidentaux dans le domaine publiquement, dans le domaine des droits de l'homme ou dans le domaine de la manière dont il faut procéder est considéré à l'image de ce qu'ont fait les Occidentaux en Chine. Il faut savoir ça. Donc, on peut dire beaucoup de choses en privé, mais publiquement, il y a la susceptibilité chinoise. Donc, il faut le savoir. Donc, vous avez la réponse à votre question. Autre question? Oui, monsieur? Voilà, le micro descend. Bonsoir, monsieur. Comme vous avez dit, la méfiance existe entre la Chine et la France. Oui, enfin, la Chine et l'Europe. Ma question concerne les Chinois en France. À votre avis, qu'est-ce que, par exemple, moi, je peux faire pour que les Français puissent mieux comprendre la Chine, la culture chinoise et les Chinois? Oui. Alors, je vais vous dire, la méfiance, je vous ai dit qu'elle était dans la mentalité française, qu'on l'avait vis-à-vis des Allemands, on l'a vis-à-vis... Bon, parce qu'on est une culture paysanne, et les paysans sont souvent très méfiants. Bon, les Chinois, c'est le monde chinois, la progression de la Chine, etc., qui crée ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, écoutez ce que vous pouvez faire. D'abord, il n'y aura pas de méfiance vis-à-vis de vous. En tant que Chinois, je pense que vous n'avez pas senti la moindre réaction. Je ne crois pas. Vous pouvez vous promener dans toute la France, il n'y aura pas de réaction. D'ailleurs, il y a des restaurants chinois partout. Même dans les petits villages, maintenant, il y a des restaurants chinois tenus par des Chinois. Donc, je ne sais pas s'ils viennent de la Chine. Ils sont plus de la Chine du Sud, souvent, en France. Mais pas forcément. Donc, c'est pas là-dessus. C'est plutôt une idée globale, vous voyez? Une idée globale, la Chine se développait. Mais, souvenez-vous, non, vous ne pouvez pas vous souvenir, vous n'étiez pas né. Il y a 30 ans, vis-à-vis du Japon, les Français avaient exactement la même réaction. Et il y avait un ministre qui avait bloqué les importations japonaises à Poitiers, d'ailleurs. C'était la même chose. Les Japonais vont tout acheter, ils vont tout... Bon, aujourd'hui, il n'y a plus cette méfiance vis-à-vis du Japon. Il y a une méfiance en Chine vis-à-vis du Japon. Et ça, pour des tas de raisons. Mais il n'y a pas de méfiance en France vis-à-vis du Japon aujourd'hui. Mais ça s'explique aussi différemment. C'est que le Japon est en stagnation depuis 10 ans. Il n'y a pas d'expansion économique. Le Japon est en régression démographique. C'est vrai. Et que c'est incroyable comme le monde change. Il y avait un livre qui, dans les années 60, avait été un succès, Robert Guillain, le Japon, deuxième grand. Je crois que c'était même pas troisième grand. Si, c'était troisième grand quand il y avait encore l'URSS, le Japon, troisième grand. Et aujourd'hui, bon, vous voyez, il n'y a plus l'URSS, le Japon ne sera pas le troisième grand, et on pense plutôt à la Chine comme deuxième grand. Vous voyez. Donc, ce que vous pouvez faire, mais ce que je crois fondamentalement, c'est qu'on apprenne à mieux connaître la Chine. La pensée chinoise,
visiter la Chine. Parce que quand on visite la Chine, on s'aperçoit au contraire qu'on est très bien accueilli. Alors les Français qui visitent la cité interdite, ils pensent qu'il n'y a que des Occidentaux à la cité interdite. Et puis ils découvrent qu'il y a 3% d'Occidentaux et que les 3/4 des touristes sont des Chinois. Bon, c'est des choses comme ça qui frappent, qui font qu'ils n'ont pas la même idée quand ils reviennent que quand ils y vont. Donc voilà, faire découvrir la Chine, découvrir l'intérieur de la Chine, découvrir la culture chinoise, mais ça se fait progressivement. Regardez le nombre de ballets chinois qu'il y a en ce moment à Paris, au Palais des Congrès. Je ne sais pas, il y en a au moins 2 ou 3. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà. Oui. Oui. J'avais une autre question qui revenait sur un point qui était... Plus fort. J'avais une question posée, enfin, qui revenait sur un point abordé un petit peu plus tôt concernant le transfert de technologie. Et je voudrais vous dire, aujourd'hui, la recherche chinoise est en pleine expansion également. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de prix Nobel chinois et on pourrait se dire que sur le long terme, ils vont atteindre un même niveau de technologie que nous, voire supérieur sur certains points. Ma question, donc, c'était d'ici 10-20 ans, qu'est-ce que la France aura réellement à apporter à la Chine? Ah ben écoutez, alors ça c'est un problème qui concerne la France. Moi j'ai mon opinion sur ce sujet. La France a un potentiel considérable, mais il faut le faire fructifier. Potentiel de recherche, potentiel d'ouverture au monde. Il faut voir, je le dis toujours en peinture, mais même dans la science, beaucoup de nos savants ont des origines étrangères. Dans la peinture, c'est évident, l'école de Paris, c'est la moitié, c'est des peintres étrangers. Alors, donc je pense que la France a un potentiel considérable. Je parlais avec le directeur général, je pense que par exemple, l'école polytechnique a un potentiel considérable, mais qu'elle n'est pas en ce moment dans les classements à son niveau. Tout le problème est de le faire fructifier. Pourquoi? Elle n'est pas peut-être parce qu'on a vécu trop replié sur nous-mêmes. Ça s'applique à l'école polytechnique parce qu'elle était une école militaire. Or maintenant, aujourd'hui, il faut bien voir que les premiers directeurs de l'école polytechnique, les grands qui ont laissé un nom, Monge, Gaspard Monge, et puis le directeur général, comment? Et Lazare Carnot, oui, bien sûr. Lazare Carnot et Monge n'étaient pas des militaires. Bon, c'est une grande école scientifique. Et ça doit devenir, il y a un partenariat avec Caltech, il y a un partenariat maintenant avec plusieurs universités chinoises. Et je disais au directeur général, il faudra, à mon avis, dans mon esprit, je n'ai pas de conseil à donner, mais ça c'est l'esprit du diplomate, c'est dire qu'il faut rééquilibrer vers l'Asie. Il faut rééquilibrer vers l'Asie parce que le monde de demain, c'est autant l'Asie que l'Amérique. Voilà. Donc, si nous faisons ça, si nous avons cela, nous aurons encore des choses à apporter. Je vais vous dire une autre chose. Quand j'étais en Chine, ambassadeur en Chine, je reçois le proviseur du lycée Louis-le-Grand. Moi, il se trouve que j'ai fait toutes mes études dans un grand lycée de Paris, et pour moi, un proviseur, c'est un grand monsieur. Donc, ça vaut un ministre. Donc, j'ai décroché mon téléphone et j'ai dit, monsieur le proviseur, je vous invite à déjeuner. Et le proviseur du lycée Louis-le-Grand m'a raconté les élèves chinois dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Il m'a dit, ces Chinois sont extraordinaires, ils arrivent, ils ne parlent pas le français, au bout de 3 mois, ils sont dans les premiers de la classe. Et je lui ai dit, monsieur le proviseur, nous allons lancer une opération 100 élèves chinois dans les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. C'était monsieur Valin, Joël Valin. Et bien, je vais vous dire, je lui ai dit aussi, et ça remuera nos petits Français. Parce que quand ils vont s'apercevoir que les Chinois sont meilleurs qu'eux, eh bien, leur orgueil en prendra un coup et ils verront au moins comme le monde, comment il est. Donc, il faut que la France s'ouvre au monde, et notamment au monde qui monte, c'est-à-dire l'Asie,
pour justement rester dans la compétition mondiale. Voilà, c'est ça mon état d'esprit. Oui? Vous avez nous donné des exemples sur... Comment? Vous avez nous donné des exemples sur les malentendus des Français sur la Chine. Oui. Est-ce que vous avez remarqué aussi les images typiques des Chinois sur la France qui ne sont pas vraies? Ben, je l'ai dit un peu. J'ai dit les Chinois considèrent que la France est un pays romantique. Bon, alors, il y a une part de vrai. Et d'ailleurs, il faut que nous, Français, nous en jouons. Nous en jouons pour L'Oréal, pour Chanel, pour Dior, etc. Mais le français, quand vous le lisez dans Balzac, par exemple, vous voyez, je ne sais pas, il y en a qui ont peut-être lu Balzac, les Chinois qui ont lu Balzac, vous voyez que le français, il n'est pas seulement romantique, il peut être parfois très réaliste et parfois très mesquin aussi. Donc, cette image, je préfère que vous ayez l'image réelle du français. Il a des qualités, mais il a aussi des gros défauts. Donc, il n'est pas seulement romantique. Voilà. Je ne sais pas, on interrompt quand vous voulez. Hein. S'il y a d'autres questions. On n'a plus vraiment de temps pour d'autres questions, mais on va passer au cocktail. Donc, si vous voulez continuer à échanger avec M. Lafont, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller au cocktail pour continuer à poser des questions, parler avec M. Lafont. Donc, j'invite en priorité les personnes qui s'étaient inscrites.